Je présente mes invités. Tout d'abord, Éric Tegner. Bonjour, merci d'être avec nous. Directeur de la rédaction du Livre Noir, d'ailleurs, avec un numéro 2 en presse écrite qui paraît aujourd'hui, Livre Noir numéro 2, Une terre, deux peuples, carrément vers la guerre civile en France. C'est une interrogation et c'est vrai qu'elle est d'actualité puisqu'on en parle depuis plusieurs jours dans les médias. On a vu la une à l'instant. Monsieur, si en France et en Europe, on a eu dès le 8 octobre énormément de propos antisémites, une résurgence de l'antisémitisme, s'il y a eu énormément de manifestations à Paris, à Londres, en Allemagne, etc. C'est pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a chez nous des populations immigrées d'origine musulmane qui sont très importantes, ce qui fait qu'on a importé chez nous le conflit israélo-palestinien. Encore une fois, les musulmans donc sont antisémites. C'est une population qui veut détruire l'autre. C'est-à-dire que c'est les Palestiniens, le Hamas aujourd'hui, qui veut la destruction d'Israël. Le Hamas qui est indirectement soutenu par Jean-Luc Mélenchon parce qu'il a peu critiqué Obono qui jugeait que c'était un mouvement de résistance. Le Hamas a dans son programme la destruction de l'État d'Israël. Vous regardez les réseaux sociaux, cette influenceuse également qui a été condamnée à une peine légère en début de semaine. Ce qu'ils veulent, c'est la destruction d'Israël. Après, si pour vous... Mais est-ce qu'on parle du conflit israélo-palestinien ou est-ce qu'on parle de la situation en France et de l'antisémitisme? C'est complètement lié, monsieur. C'est complètement lié. S'il y a une résurgence de l'antisémitisme depuis le 7 octobre, c'est pour ça. Si Emmanuel Macron il se sent obligé de faire ça à l'Élysée, c'est pour ça. Parce que, évidemment, aujourd'hui, en fait, il y a des morts dans la bande de Gaza. Il y en a à peu près 16 000 parce qu'Israël, justement, veut détruire le Hamas. Et donc, à chaque fois qu'il y a ces images de mort, ça donne des images, des arguments et des vidéos à une partie des musulmans en France qui sont complètement remontés contre l'Israélien et contre les Juifs. Juste Éric Tegner, pour avoir une réponse claire, parce que Amine vous a posé la question 3 fois, est-ce que les musulmans sont antisémites ? J'ai pas dit que tous les musulmans étaient antisémites. Quelle proportion ? J'ai dit qu'une grosse partie de l'antisémitisme en France venait des musulmans. Voilà. Il vous d'accord avec cette logique ? Non, je suis pas d'accord du tout, mais juste une petite précision, parce que quand j'ai dit tout le monde tout à l'heure, monsieur Éric Tegner s'est senti visé. Évidemment, je ne le vise pas. Je voulais dire par là, mais je comprends que vous puissiez mal le comprendre. Ce que je voulais dire, c'est que les antisémites, ils sont de toutes sortes. Ils ne sont pas uniquement... Bien sûr qu'il y a sans doute des Mélenchon les musulmans... flatte. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que Mélenchon les flatte dans son discours ? Là, on parle de son intention. Moi, ses intentions, je ne les connais pas. Il faudrait le lui poser la question. Mais vous entendez bien ce qui est derrière. C'est qu'on est en train d'expliquer, et c'est pour ça que je pose la question, c'est qu'on est en train de dire quelque part, il flatte les musulmans en leur dressant un espèce de discours antisémite. Parce que c'est serait antisémite et du coup ils deviendraient surtout que des adeptes du mélenchonisme. Depuis 7 octobre, ils ont trouvé l'argument pour en fait mettre en avant et ériger l'antisionisme qui va permettre à tous les antisémites de devenir respectables. Parce qu'ils vont dire, dans le fond, aujourd'hui, on est dans une logique de guerre, ce qui fait qu'ils condamnent l'appellation de terroriste, donc c'est pas de l'antisémitisme. Et ça, c'est ce qui fait qu'il y a une résurgence, justement, des propos antisémites qui se positionnent. Après, moi, il y a un élément dans son interview que je veux souligner qui est intéressant pour le coup, c'est il dit, oui, mais à une époque, les Juifs étaient de gauche et ils me soutenaient. Ce qui est vrai. C'est qu'en même temps, il y a une responsabilité de certains juifs de gauche qui, pendant des années, ont refusé de voir le problème de l'immigration, ont refusé de voir le problème de l'islamisme et aussi ont participé à cela. Et il y a un changement, effectivement, il y a un réveil des consciences de la part d'une certaine partie de la population juive qui a quitté la gauche pour ces raisons-là. Donc il a raison de se sentir abandonné ? Il n'est pas abandonné. C'est la réalité qui a changé, c'est la réalité qui a évolué. C'est le contexte aussi, c'est-à-dire que c'est depuis 2012 avec l'attentat de Mohamed Merah contre des familles juives. C'est ce contexte, en fait. Et donc lui, il s'est retrouvé quitté par les Juifs parce qu'il n'a pas voulu voir ça. Et c'est ce qui fait que lui, d'ailleurs, a évolué son discours. Parce qu'en 2012 et en 2017, il n'était pas comme ça. Il s'adapte à des populations. Donc là, on est face à un homme qui est un politique, qui veut être élu. Il a évolué et encore une fois, c'est la démographie. Juste un point. Il a évolué depuis que la France Insoumise a un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire à partir de 2017-2018. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de ses proches qui étaient favorables à ce logiciel républicain universaliste que l'on connaît bien, qui ont quitté dès 2017-2018 la France Insoumise parce qu'ils contestaient cette ligne politique. Donc en effet, il y a une stratégie électorale derrière l'expression de Jean-Luc Mélenchon. Amine Saha, pourquoi il fait ça, Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui ? Pourquoi est-ce qu'il va dire la communauté juive m'a abandonné ? Ça sert à quoi de dire ça ? Ça sert à rien. Pas à quoi ça sert. C'est encore une fois se positionner en victime. C'est une grande stratégie. Mais moi, je des pense, insoumis. encore une fois, comme je vous l'ai dit à l'instant, je pense qu'il se trompe. Je ne crois pas qu'il soit abandonné ni par la communauté juive, ni par
quelconque autre. C'est lui qui est parti, quoi. Je pense tout simplement. En fait, en réalité, c'est lui qui est parti. Que la lecture est mauvaise de ce côté-là, tout simplement. Surtout qu'il ne détient personne, aucune population. Personne n'est à personne. Vous disiez tout à l'heure que les Juifs votaient à gauche ou qu'ils étaient plus de gauche. Enfin, moi, je ne crois pas que les gens soient de gauche ou de droite. Je crois que chaque scrutin, chaque élection est. Après, je pense qu'il a cette déclaration, c'est une façon de dire pour moi aussi. C'est plus mon problème. Il y a des musulmans qui votent à droite, il y a des musulmans qui votent à gauche. Moi, je suis d'accord sur le fait qu'il ne faut certainement pas l'enterrer. Vous vous rappelez, en 2018. Ah non, on n'enterre jamais personne en politique. Et il avait été enterré quand il avait fait La République, c'est moi, etc. Au final, il a approché les 20% en 2022. C'est vrai. C'est quelqu'un qui a en fait, de facto, le mérite d'avoir une sorte de clarté, de ligne politique qui est depuis le début. Et je pense, d'un point de vue... Entre 2017 et 2022, pardon, mais il dévie un petit peu quand même. Il s'est adapté à la population. Et moi, ce que je trouve, d'un point de vue d'analyse politique intéressant, sur le voile, déjà, ça a le mérite de clarifier. Ça a le mérite de clarifier. Effectivement, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est ce que défend Jérôme Fourquet, qui est que 60% des musulmans en 2022 ont voté pour Jean-Luc Mélenchon. Derrière, il y a une massive abstention et qui pense qu'il faut les mobiliser. Parce que derrière, ceux qui ont voté. La force de Mélenchon repose sur le fait qu'il a conscience que l'après-Macron va être très difficile pour le camp central. Et donc, sa force vient d'abord également de l'échec et de l'effondrement du macronisme, qui ne veut pas dire grand-chose aujourd'hui. Ce qui fait mal au cœur à ces gens qui sont confrontés quotidiennement à cette insécurité, à cette peur de sortir de chez eux, c'est le déséquilibre en fait entre les faits et l'analyse des faits. Et l'impression qu'on les piétine, en fait, qu'on les humilie en parlant de sentiments. Bien sûr, et avec un manque de projection complet. Je crois que Emmanuel Macron avait demandé des notes, par exemple, à la Direction générale de la police nationale et à la gendarmerie sur les émeutes. Finalement, c'était une sorte de satisfait sheet où ils disaient qu'ils avaient fait ce qu'il fallait, tout en ayant en tête que si c'était aller plus loin, ils n'avaient plus de réserve. Moi, je parlais récemment à un haut gradé de la sécurité. Je lui disais, est-ce que demain, s'il y a de nouvelles émeutes, on va y arriver? Est-ce qu'il y a un travail un petit peu dans les sphères de sécurité et du pouvoir pour se projeter? Et il m'a dit, tu sais, aujourd'hui, la seule chose qui les obsède, c'est pas de nouvelles émeutes, c'est pas une guerre civile, c'est que Marine Le Pen soit élue en 2027. Et ça, il faut absolument que nos auditeurs le comprennent. Et quand Elisabeth Borne, elle se positionne comme ça, c'est pourquoi? C'est parce que les 3 dernières semaines, ils ont été complètement dépassés. Ils ne se sont pas prononcés sur cette affaire. Darmanin était très discret. Ils ont d'une certaine façon perdu. Et quand est-ce qu'on les entend à nouveau? Depuis l'article du Parisien. Et on qui a lancé la contre-offensive justement de la réécriture de Crépol. Et là-dessus, ils se sont dit, allez, on commence à mettre de nouveaux marqueurs parce que 2027, ça va se jouer à gauche pour des gens comme Elisabeth. On parlera d'ailleurs des... Chers amis, je suis très heureux de vous annoncer la sortie du nouveau magazine Livre Noir en kiosque le vendredi 8 décembre et déjà disponible en prévente sur notre site www.livrenoir.fr. Ce second numéro, nous l'avons intitulé « Une terre, deux peuples ». Il nous a conduit à mener des enquêtes dans les cités de Marseille, au cœur du trafic de drogue et des zones de non-droit, dans la prison des Baumettes, où sont enfermés les principaux caïds, à Londres, au cœur des manifestations pro-Palestine, avec ses prières de rue et ses marches au cri d'Allah Akbar, en Israël, près de la bande de Gaza ou en Arménie, tous deux confrontés à une nouvelle guerre de civilisation, également sur les routes de la drogue, d'Anvers et les bouleversements démographiques qui bouleversent l'Europe et la France, de Cologne à Roubaix, en passant par la Cité de la Monnaie, à Morans-sur-Isère. Avec une question sur toutes nos lèvres que nous avons posée aux nombreux membres du renseignement, de la sécurité intérieure ou des forces de police que nous avons rencontrés en off pour cette enquête inédite. L'affrontement de ces deux peuples est-il possible? Quelles étapes demain en cas de nouvelles émeutes? Sommes-nous prêts? Quel est le plan en cas d'émeutes aggravées? Que se passera-t-il enfin en 2024 avec le défi sécuritaire des Jeux Olympiques? Et ce que nous avons découvert est glaçant et inquiétant. Depuis les émeutes de juin dernier, la France a basculé dans une nouvelle phase de violence. Avec les pillages, la haine anti-police, la France a découvert que le mal ne rongeait plus uniquement les banlieues du 93 ou de Marseille, mais touchait désormais de nombreuses petites villes, réparties sur l'ensemble du territoire. Les cités ne sont plus en vase clos, elles s'exportent désormais dans les villages environnants, dans une perspective de conquête de territoire, comme nous l'avons malheureusement vu cette semaine. Fruit de 40 années d'immigration massive, notre société a produit de jeunes racailles issus de l'immigration de 16, 17, 18 ans de nationalité française, qui faisaient de la haine anti-France un moteur. Cette haine, cette deuxième société, a causé de nombreux morts, dont celle plus récente de Thomas, frappé dans le petit village de Crépol par une bande de jeunes de cité comme on dit. Aujourd'hui, sur une terre, il y a désormais deux peuples. Alors qu'ils n'ont pour certains connu que la terre de France, ils refusent d'avoir les mêmes martyrs. Alors qu'ils enterrent leurs morts sur le même sol que nous, ils veulent leur propre cimetière. Il y a un peuple qui pleure sa petite sœur assassinée, ses bébés attaqués au couteau, sa fille traînée sous une voiture, ses professeurs égorgés. Il y en a un autre
qui pleure son petit ange, ces jeunes des quartiers, ces victimes du racisme? Qui parmi nous eut une larme pour Ziad Bouna? Qui parmi eux en eut une pour Lola? Alors pour nous soutenir et recevoir votre magazine chez vous, la veille de sa parution en kiosque, je vous invite d'ores et déjà à commander ce numéro exceptionnel en ligne sur notre site www.livrenoir.fr. Merci à tous de votre soutien. On espère que ce numéro vous plaira. À très bientôt.